Écoute ton corps, il te parle est un balado qui propose de mettre l'intuition au cœur de nos décisions. Bienvenue au balado Écoute ton corps, il te parle. Je suis Karine Paiement, étudiante au doctorat en sciences de l'activité physique et aujourd'hui, je reçois la docteure en neurosciences et postdoctorante Catherine Raymond. Bonjour Catherine. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Tu peux me tutoyer. D'accord, on se tue. Ouais, on se tue. On se tue pas, mais on se tutoie. Alors, le sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'était la motivation parce que, c'est important d'éprouver du plaisir puis d'avoir aussi de la motivation quand on veut changer nos habitudes de vie parce que c'est pas quelque chose qui est facile nécessairement. Ah, c'est sûr que la motivation joue un énorme rôle dans notre capacité à changer nos comportements puis à y adhérer par la suite définitivement. On rappelle que l'écoute de ce balado ne remplace pas les recommandations d'une ou d'un professionnel de la santé. Alors Catherine, dis-moi, qu'est-ce qui fait que c'est difficile de changer nos habitudes de vie? Bien, en fait, il y a plusieurs facteurs qui vont jouer dans cette difficulté-là. L'un de ces facteurs-là, c'est à quel point nos anciens comportements étaient très ancrés dans nos habitudes, c'est-à-dire à quel point on avait consolidé ces comportements-là. C'est-à-dire si ça fait 10 ans qu'on a une certaine habitude alimentaire, mais c'est certain que ça va être plus difficile à changer par la suite, tout simplement parce que c'est bien consolidé dans le cerveau, premièrement. Deuxièmement, ça va aussi dépendre de cette nouvelle habitude-là, à quel point est-ce qu'elle va solliciter ce qu'on appelle le système de récompense dans le cerveau. C'est-à-dire, plus une activité est plaisante, plus elle va amener la sécrétion d'un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine. Et notre cerveau adore la dopamine, c'est-à-dire à chaque fois qu'on en sécrète, ça va amener à renforcer ce comportement-là, ce qui fait en sorte qu'on a plus de chances de le répéter par la suite. Puis malheureusement, pour nous, souvent, les mauvaises habitudes, entre guillemets, vont amener plus de dopamine que les bonnes habitudes, entre guillemets, c'est-à-dire la consommation de drogue et d'alcool va amener une sécrétion de dopamine qui est très élevé comparativement à manger un brocoli, par exemple, qui va être associé à un petit peu moins de dopamine dans le cerveau. Puis un autre des facteurs qui peut venir moduler finalement notre habileté au changement, c'est la raison qui nous pousse à amener ce changement-là, c'est-à-dire la nature de la motivation qui est derrière ça. Est-ce qu'on le fait pour quelque chose qui vient de nous, pour nos valeurs, ou bien est-ce qu'on le fait pour une source externe pour faire plaisir à quelqu'un, par exemple, ou parce qu'on nous a dit il faut absolument que tu adoptes cette nouvelle habitude-là. Oui, puis je pense que l'aspect du temps d'écran, là, les ordinateurs, notre cellulaire, etc., ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup sécréter de... Ah, la dopamine. Ouais. Ah, tellement. Là, tout ce qui est habitude comportementale, comme l'utilisation des médias sociaux, ça va amener la sécrétion de dopamine pour diverses raisons. Hein. Les applications mobiles, il y a plusieurs études qui ont démontré que, en fait, ces compagnies-là vont étudier énormément le comportement des utilisateurs avant de les mettre sur le marché, que ce soit gratuitement ou non. Donc, les couleurs qui sont utilisées, les sons qui sont utilisés, le mode d'utilisation de l'application, comment est-ce qu'on va devoir swiper, entre guillemets, pour descendre ou monter dans l'écran, etc. Tout ça, c'est étudié pour être certain que le cerveau apprécie ces gestes-là. Donc, c'est des comportements qui vont être très difficiles à défaire par la suite. C'est pour ça que c'est dur de lâcher notre cellulaire quand on veut se coucher plus tôt, puis là, on scroll un petit peu, puis que on se dit, faudrait que je me couche, comme il est assez tard. Puis là, oups, une demi-heure est passée, puis on s'en est même pas rendu compte. Non, tout à fait. D'une part, il y a ça qui explique ce comportement-là, la dopamine, puis d'une autre part, le cerveau déteste le vide. C'est-à-dire que toute la journée, on est rempli de distractions, on est avec nos collègues, nos amis, on fait nos activités sportives, on va au travail, etc. Et ça nous empêche de ruminer sur toutes ces situations anxiogènes qu'on peut présenter, ou en tout cas, ça diminue largement la rumination, alors qu'au moment du sommeil, on est libre de toutes ces distractions-là, ce qui fait en sorte que le cerveau va nous pousser à nous distraire. Et qu'est-ce qu'il y a de plus disponible que notre téléphone cellulaire quand on est allongé dans notre lit? Et donc, c'est un des facteurs qui va faire en sorte qu'on va avoir tendance à présenter cette compulsion-là, finalement, de reprendre le téléphone. D'ailleurs, il y a des recherches qui montrent que le simple fait de le charger dans une autre pièce, ça limite finalement ce fameux comportement-là.
Puis mettons que c'est mon réveil matin, qu'est-ce que je fais? Tu le mets très fort. Parfait, ça. Puis tu parlais de la raison pour laquelle on veut apporter un changement. Tu sais, je sais qu'il existe différents types de motivation. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, tout à fait. En fait, la recherche sur la motivation, pour dire très simplement, là, il existe 2 types de motivation. La première, c'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, c'est-à-dire on veut changer un comportement pour une raison qui nous est propre. Ça vient de nous, ça vient rechercher nos valeurs, un comportement qu'on idéalise, etc. Et ça, c'est ce qui va le plus amener un changement stable à travers le temps. Okay? Donc, si je commence à faire du sport de façon très assidue, à avoir une alimentation qui est très balancée, qui est saine, que je me permets certains écarts à cette routine très rigide une fois de temps en temps, bien, ça vient de moi. J'ai plus de chances de rester fidèle à ces habitudes-là. Au contraire, il y a ce qu'on appelle la motivation extrinsèque, c'est-à-dire on est motivé à effectuer un comportement parce que une tierce personne nous le demande, par exemple. Ça pourrait être parce qu'un prof nous dit ben, c'est important que tu fasses X ou Y devoir, un entraîneur nous dit que c'est important de faire X ou Y comportement, ou encore parce qu'on se compare sur les médias sociaux puis on se dit ah, ben, tu sais, moi aussi, j'aimerais ça ressembler à ça, à ces fameuses publications que je vois sur le web. Donc, je vais commencer à m'entraîner. Mais tu sais, c'est pas nécessairement parce que ça vient rejoindre directement nos valeurs et donc ça a moins de chances de fonctionner finalement à long terme comme type de changement comportemental. Oui, puis quand on s'entraîne justement ou qu'on fait des modifications à notre alimentation plus en lien avec l'apparence, c'est justement ressembler à quelqu'un d'autre ou par rapport à notre poids, bien, on sait que ça ne va pas avoir le même effet sur tout le monde. T'sais, si toi et moi, on mangeait exactement la même chose, on faisait exactement le même type d'entraînement, notre corps n'aurait pas la même silhouette. Donc, rapidement, si on le fait, puis que c'est ça notre motivation, puis qu'on se rend compte qu'on n'atteint pas la silhouette de la fille sur Instagram à laquelle on aimerait ressembler, bien, c'est sûr que c'est décourageant. On se décourage vite. On se décourage vite. Puis dans ces situations-là, le système dopaminergique dont on parlait, c'est-à-dire le système de récompense, a beaucoup moins de chances de s'activer parce qu'on n'a pas une récompense qui est rapide. Okay? Tandis que la publication Instagram, elle va te vendre l'idée que si tu utilises exactement cette formule-là d'entraînement avec cette recette-là de petits smoothies verts que tu bois à tous les jours, mais ton corps va ressembler exactement à ça. Puis que tu essaies ce comportement-là, je sais pas moi, sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, même chez certaines personnes, ça peut être plusieurs mois, et que tu n'as pas le résultat attendu, c'est-à-dire la photo sur Instagram, le système de récompense finit par se décourager finalement parce qu'on n'a pas eu finalement ce petit nanana, ce bonbon à la fin de la série de comportements. Oui, puis j'ai l'impression aussi que le fait de se concentrer sur ça, de vouloir absolument atteindre ça, ça fait qu'on va même pas réaliser les autres effets bénéfiques qu'on peut avoir, justement, de bouger un peu plus ou, tu sais, bien, le jus vert, c'est peut-être pas nécessairement quelque chose qu'on veut intégrer dans notre quotidien, mais peut-être que si je mange presque pas de fruits et de légumes puis que j'intègre ça, c'est quand même une source de nutriments, bien, peut-être que je remarque même pas que de déjeuner le matin avec ça, ça fait que j'ai un petit peu plus d'énergie parce que je suis trop concentrée sur le chiffre sur la balance ou trop concentrée sur de quoi j'ai l'air quand je me regarde dans le miroir. Ça peut être non seulement décourageant, mais ça fait en plus qu'on ne va pas profiter des effets bénéfiques qu'on pourrait réellement avoir d'avoir changé nos habitudes de vie. En fait, c'est qu'on pourrait aller chercher une récompense qui est beaucoup plus immédiate qu'on le pense si on se concentrait justement sur ces effets-là physiologiques ou psychologiques. Ouais, tout à fait. Donc, on reconnaît que c'est pas facile de changer des habitudes de vie puisque bien, c'est des habitudes qu'on répète depuis longtemps et que pour changer ces habitudes, il faut trouver une source de motivation qui vient vraiment de nous. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on met de l'avant le plaisir dans l'approche intuitive parce que c'est une motivation qui est intrinsèque. Maintenant, je voudrais qu'on parle aussi de l'aspect plaisir. Tu sais, c'est super important d'avoir du plaisir dans nos habitudes de vie, mais je me demandais, c'est quoi la différence entre le plaisir et la satisfaction? On dirait que c'est comme un peu, ça se ressemble, non? Oui, c'est 2 termes qu'on a tendance à utiliser de façon interchangeable aussi. Quand on parle de satisfaction, pour commencer, en général, on parle de satisfaction des besoins de base. Okay? Donc, mon appétit est comblé, mes besoins énergétiques sont comblés, donc je ne suis pas fatiguée, je ne suis pas, etc., etc. Puis on peut parler aussi de satisfaction de besoins émotionnels, c'est-à-dire je me sens stable, ça va relativement bien, tout est beau, etc. Quand on parle de plaisir, on va plutôt parler d'un état qui est plus spontané puis qui est un petit peu plus intense au niveau des sens puis au niveau physiologique où on pourrait se sentir même euphorique vis-à-vis d'une situation puis ressentir vraiment des effets bénéfiques d'une certaine activité ou d'un état psychologique qui est en lieu et qui est en cours, pardon. Et donc, le fait de combler certains besoins énergétiques
en faisant une sieste, en étant bien reposé, en ayant fait notre petite activité physique de la journée, etc., ça peut amener non seulement de la satisfaction, mais aussi du plaisir si on a effectué justement une activité qui nous plaît, par exemple. Quand on parle d'un besoin alimentaire, maintenant, si je mange un repas qui me plaît énormément, je sais pas, moi, je suis accro aux chips, par exemple, là, je mange mes chips, puis mon Dieu, tu sais, ça me procure satisfaction parce que ça vient combler mon besoin, j'avais faim, mais en plus de ça, je vais ressentir du plaisir parce que ben c'est un aliment que j'aime énormément. Au contraire, si je mange un aliment que j'apprécie moins, ça pourrait venir satisfaire mon besoin alimentaire, mais pas celui de ressentir du plaisir finalement à ce moment-là. Donc, c'est vraiment deux concepts qui sont distincts, mais qui peuvent se retrouver et être associés finalement dans certains cas. Oui, puis je pense que c'est un bon exemple que tu dis avec l'aspect répondre à nos besoins nutritionnels versus être satisfait d'éprouver du plaisir dans ce que je mange, parce que souvent, on va le voir, tu sais, les gens qui vont manger pour répondre à leurs besoins nutritionnels, puis qui vont manger des aliments qui sont peut-être moins satisfaisants, justement, là, comme le classique que j'aime bien donner en exemple, c'est poitrine de poulet bouilli, une tasse de riz brun, puis une tasse de brocoli bouilli, comme ça se peut que j'ai répondu à un besoin en fibres, en protéines, en nutriments, mais il va me manquer... Le plaisir, il est bof. Exactement. Il va me manquer un petit quelque chose, puis genre le goût de manger encore, alors que j'ai peut-être pas besoin d'énergie. Donc, c'est toute là l'importance de manger des aliments qui sont savoureux puis qui nous font plaisir. Même si on se dit qu'on veut manger plus de fruits et de légumes, même si on se dit qu'on veut intégrer plus de produits céréaliers à grains entiers, même si on se donne des objectifs, disons, d'améliorer la qualité nutritionnelle de notre alimentation, bien, ça ne devrait pas être plate. Tu sais, un petit peu plus tôt, tu parlais de, bon, comment est-ce qu'on peut faire pour ancrer une nouvelle habitude, puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a de la difficulté, dans certains cas, à ancrer une nouvelle habitude? Bien, c'est qu'on oublie d'y accorder une dose de plaisir. Tu sais, il faut que ce soit le fun. Quand on ressent du plaisir en faisant une activité, encore une fois, ça active le système de récompense, on sécrète de la dopamine et donc on a plus de chances de se coller à cette nouvelle habitude-là. Et donc, c'est sûr que si on vient joindre à ça des aliments qu'on apprécie, qu'on les apprête d'une façon qu'on apprécie, ou même si on parlait de sport un petit peu plus tôt, si je fais une activité sportive qui me procure du plaisir, par exemple, bien, j'ai plus de chances de répéter cette activité-là à travers le temps et d'en faire une nouvelle habitude, finalement. Oui, puis tu vois, ça me fait penser que ça m'a pris du temps, moi, à trouver les activités sportives qui me faisaient plaisir. Tu sais, comme enfant, mon père à moi est en fauteuil roulant. Fait enfant, l'activité physique, c'était pas vraiment dans mon quotidien. C'était plus ou moins réaliste d'aller patiner ou de faire comme des activités sportives. Puis, à l'adolescence, quand j'ai commencé à m'entraîner, c'était plus en lien justement avec mon apparence. Tu sais, je voulais plus contrôler mon apparence, donc j'avais pas de plaisir à le faire. C'est vraiment beaucoup plus tard, quand j'ai commencé à faire de la course, qu'à la base, c'était une façon de dépenser des calories, mais c'était pas quelque chose qui me faisait du bien finalement. Mais quand j'ai commencé à le faire à l'extérieur, puis le faire avec des amis, comme de me donner un rendez-vous, puis de le faire avec elle, puis de jaser en même temps, puis d'écouter ma musique quand que ça ne fit pas dans nos horaires communs. Là, j'ai réussi à trouver du plaisir. Puis depuis ce temps-là, c'est vraiment là que j'ai exploré davantage de façons de bouger parce que j'ai réalisé que ben ça me fait du bien quand je me concentre sur le moment présent, quand je vis l'activité, puis que je fais des activités qui me plaisent. Par contre, j'ai réalisé que la musculation, le yoga, tu sais, toutes les choses qu'il faudrait peut-être que je fasse pour améliorer ma posture, prévenir mes blessures, tout ça, c'est le genre de choses que j'ai de la misère à mettre dans mon horaire parce que, ben comme beaucoup de gens, mon horaire est très, très, très chargé. Fait que quand j'ai du temps pour bouger, bien, j'aime mieux mettre des activités style cardio, tu sais, plus aller courir en sentier ou aller courir sur la piste au Sepsum, faire des intervalles. Tu sais, j'ai plus de plaisir à faire des intervalles que de la musculation. Comme je suis satisfaite de faire de la musculation, je me dis, oh, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais c'est plus dur pour moi de le garder régulièrement dans mon horaire. Y a-t-il comme quelque chose qui pourrait expliquer la différence entre le cardio et la muscu? Ah, tout à fait. Puis c'est quelque chose que beaucoup de sportifs vont mentionner, puis ou même de gens qui font de l'activité sportive pour le plaisir, là, en général. En fait, on sait que les activités cardiovasculaires vont amener un sentiment de satisfaction plus rapide suite à l'activité parce que, justement, ça amène la sécrétion de plusieurs molécules, dont les endorphines, qui amènent un état d'apaisement très rapidement suite à l'activité sportive. Donc, quand tu vas faire ton petit jogging, tu as plus de chances par la suite de sentir une espèce d'effet de plénitude puis d'apaisement suite à l'activité, tandis que les activités qui sont plus musculaires, fait qu'aller au gym, travailler ta posture, etc., ça active moins le système d'endorphines et donc l'effet d'apaisement n'est pas le même suite à l'activité. C'est ce qui fait
en sorte que les activités cardiovasculaires, même si elles sont plus souffrantes, entre guillemets, pendant l'activité, par la suite, ça amène un effet d'apaisement qui est plus important. Puis il faut dire aussi que si on vient mixer cette activité sportive-là avec un autre aspect de notre vie qui est important pour nous, comme tu parlais un petit peu plus tôt d'aller courir avec une amie, bien, si t'es quelqu'un d'extraverti, de sociable, que c'est une personne que t'apprécies, bien là, ce moment-là a plus de chances d'amener du plaisir, justement, ce qui fait en sorte qu'on a plus envie de répéter l'activité physique par la suite. Oui, puis de rendre aussi l'utile à l'agréable, comme de sortir son chien en même temps. Là, mon chien est rendu un petit peu plus âgé, c'est moins... elle a 12 ans. C'est pas le gros jogging. Oui, c'est pas le gros jogging, mais quand même, tu sais, je me rends compte que je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour elle. Fait que je trouve ça le fun, puis je pense que pour les parents, ça peut être quelque chose de le fun aussi, tu sais, de courir en poussette. Je cours souvent avec mon amie qui, elle a ses petits jumeaux dans sa poussette, puis elle pousse. Moi, je cours à côté, puis des fois, je l'aide à pousser la poussette. Mais elle est meilleure que moi, elle court plus vite. Fait que la poussette, la ralentit, on se suit de cette façon-là. C'est vraiment le fun. Fait que c'est de rendre l'utile à l'agréable, de faire notre social en même temps. Donc, c'est une façon qu'on se donne un rendez-vous le dimanche matin. C'est comme dans notre horaire, à moins d'urgence. Mais puis ça aussi, je pense que ça peut favoriser la rétention des nouveaux acquis, des nouvelles habitudes. Parce que tu parlais un petit peu plus tôt de sortir ton chien. Tu le fais un peu pour toi, un peu pour lui aussi, parce que bon, tu veux qu'il sorte. Moi aussi, je le vois avec mon garçon. Il y a 4 ans, puis le soir, des fois, l'humeur n'y est pas nécessairement de la partie. Puis je me rends compte que c'est parce qu'il a mobilisé beaucoup d'énergie toute la journée à la garderie. Puis là, le soir, parfois, ça me tente pas d'aller jouer au soccer, au parc. J'aurais le goût de m'asseoir. Mais le fait de le sortir, lui, de l'amener dépenser son énergie, bien, je fais la même chose en même temps. Puis quand je rentre à la maison par la suite, je me sens beaucoup plus apaisée, alors que j'y serais pas nécessairement allée, moi, toute seule, jouer à la balle au parc, mais ça me fait du bien finalement à moi aussi de le faire pour lui, Good. Puis l'autre chose que je pensais aussi en lien avec avoir du plaisir, je sais que des fois, c'est pas pour tout le monde que c'est plaisant de cuisiner. Et pour revenir à la nutrition, mais c'est pas la fin du monde de prendre des raccourcis, hein. Tu sais, comme le fait de prendre des aliments qui sont déjà précoupés, des légumes qui sont déjà précoupés, ou de prendre des sauces déjà faites, puis de rajouter, que ce soit des légumes ou une protéine végétale ou quoi que ce soit. Tu sais, des fois, il y a des raccourcis qui vont nous faciliter la vie parce que, bien, peut-être que j'en ai pas de plaisir à cuisiner. Tu sais, peut-être que j'en ai pas de plaisir à bouger non plus. Mais des fois, je peux me concentrer sur la satisfaction que je vais ressentir après de l'avoir faite, un peu comme avec ton garçon, justement, d'être satisfaite d'y avoir été parce que ça t'a fait du bien, même si initialement, tu n'avais peut-être pas l'envie folle d'y aller à la base. Tu sais, je pense que des fois, on met beaucoup de l'avant le plaisir, mais il ne faut pas oublier la satisfaction et le plaisir qui peut s'en suivre une fois qu'on s'est comme donné le petit coup de pied nécessaire pour faire l'action, parce que ça peut être l'élément manquant pour adopter ce changement-là qui va être plus durable, finalement. Ah, définitivement. Puis, si on fait un petit résumé, là, encore une fois, de ce qu'on vient de discuter, donc le plaisir, on sait que c'est un élément crucial pour avoir envie de répéter l'action, pour que ce soit quelque chose qui est durable dans le temps, mais que des fois, c'est pas tout le temps accessible dans le moment présent. Des fois, on doit se concentrer sur peut-être un petit peu plus ce qu'on va en tirer. Des fois, c'est à court terme. Donc, l'exemple du cardio, ça me parle vraiment beaucoup parce que moi, c'est exactement ça. Cardio, je suis pas difficile à convaincre pour aller courir, mais propose-moi d'aller faire du yoga ou de la musculation. Mais si tu me le proposes, quand il va à 2, il va avoir l'aspect social, je vais y aller. Mais si tu me dis, hey, ce serait bien que toi, tout seul, tu fasses du yoga dans ton salon, j'ai un tapis de yoga, j'ai un salon, je pourrais, mais plus difficile. Donc, mais si je me concentre, par exemple, sur le fait que de faire mon yoga ou de faire de la musculation, si je mets les éléments en place, disons justement que je donne un rendez-vous à mon amie pour le faire avec elle, bien, si je me concentre sur ça, d'avoir des éléments qui me permettent de le faire, puis que je me concentre aussi sur le fait que ça va m'aider dans les autres activités que j'aime peut-être un peu plus, justement. Peut-être que ça va m'aider à courir de façon plus sécuritaire. Quand que je vais courir en sentier, bien, des fois, ce serait bien que mes chevilles soient solides parce qu'une racine est si vite arrivée. Des fois, ça pourrait comme justement de penser à ça, qui est comme une valeur ajoutée à une activité que j'aime, mais celle-ci qui est la musculation que j'aime peut-être un petit peu moins, elle me sert quand même, puis de trouver des façons de la rendre le plus agréable possible. Donc, peut-être que dans un gym, faire des répétitions sur la machine, le leg press, quoi que ce soit, je trippe moins, mais de faire peut-être un séance de musculation qui allie un petit peu le cardio dedans, mettons que je suis un peu plus style bootcamp, peut-être que ça va être plus durable. En fait, je peux déjà te dire que ça va être plus durable. J'ai déjà fait du CrossFit. Du CrossFit, ça reste quand même qu'il y a de la musculation dedans, mais je le sentais pas parce qu'il y avait comme... Il y avait de la course avec les autres aussi, oui, puis avec le groupe, puis l'entraîneur, puis le... fait que en effet, c'est un aspect important que tu amènes. Il faut lier
plusieurs de nos valeurs dans cette activité-là. Fait que si on est quelqu'un qui est très, très sociable, qui apprécie le cardio, comme tu le disais, etc., mais ça peut être une bonne idée de venir ramener toutes ces composantes-là dans une même activité. On a plus de chances d'y coller, finalement. On a dit que c'était important d'éprouver du plaisir, mais que des fois, on a besoin de se motiver un petit peu plus. Je sais que des fois, d'avoir un objectif temporel, de se donner un objectif, d'avoir une course, un événement sportif, peu importe, que ça peut m'aider à, disons, faire un changement dans mes habitudes de vie parce que j'ai une date. Mais est-ce que d'avoir des objectifs comme ça, est-ce que ça peut m'amener à être moins à l'écoute de mon corps? Bien, je pense que pour certaines personnes, le fait de se fixer des objectifs qui sont très élevés et qui sont rigides, c'est-à-dire qui sont très peu flexibles, ça peut amener une certaine dose d'anxiété dans certains cas. Je pense, par exemple, que c'est important de se fixer certains objectifs si on veut se coller à ces nouvelles habitudes-là. Pour certaines personnes, ça va être une course en forêt pendant 96 km. Pour d'autres, ça peut juste être un objectif de se dire, bien, 3 fois par semaine, je veux faire du sport, tu sais. Et donc, bien entendu, ces objectifs-là vont changer en fonction des gens. Je pense qu'il y a certaines questions qu'il faut se poser, en effet, pour répondre à ta question. La première étant, pourquoi est-ce que je me fixe cet objectif-là? Est-ce que je suis bienveillant à mon égard? Est-ce que c'est parce que je veux être en bonne santé? Je veux bien me sentir dans ma peau, finalement, au niveau de mes émotions, etc., de ma santé physique? Si la réponse est oui, c'est parfait, c'est tant mieux. Si c'est juste pour correspondre à des standards de beauté sur Instagram, je pense que non. À ce moment-là, l'objectif n'est peut-être pas nécessaire. Deuxièmement, on l'a déjà dit, il faut être flexible vis-à-vis de ces objectifs-là. C'est-à-dire, si je mets, je sais pas moi, 5 fois un entraînement au cours de ma semaine, puis finalement, j'ai plusieurs imprévus qui se produisent, mais il faut accepter de revoir à la baisse parfois certains de nos objectifs parce que la vie est telle que on vit certains imprévus, tu sais. Puis là, ne pas se servir de cette excuse-là comme étant un échappatoire à toutes les semaines. Ah, finalement, je suis trop occupée, je suis trop fatiguée, etc. Mais encore une fois, il faut se faire flexible vis-à-vis de ces objectifs-là. Puis je pense aussi qu'il faut prendre le temps d'observer comment on se sent. Okay? Donc, c'est-à-dire, quand j'effectue, par exemple, mon activité sportive, qu'est-ce que j'observe chez moi par la suite? Ou quand je prends le temps, justement, de me faire à manger, puis que j'ai mis l'effort là, pour mettre mes petits légumes, puis etc., comment je me sens par la suite, ça peut aider aussi à venir consolider un petit peu ces objectifs-là ensuite. Oui, puis je pense que l'autre chose aussi, c'est que des fois, on se dit objectif, on se met des objectifs effectivement de grande envergure, mais quand on parle d'activité physique, si j'en ai jamais fait, la base, ça peut être juste de segmenter mon temps sédentaire, de me lever à chaque heure pour aller me chercher un verre d'eau, puis de retourner m'asseoir ensuite. Des fois, on a l'impression que ça ne vaut pas la peine, alors que dans le fond, juste de briser le temps sédentaire, c'est un objectif qui est louable en soi. On va avoir des effets bénéfiques sur notre santé. Donc ça, il y a peut-être quelque chose à réfléchir par rapport à ça. On n'est pas obligé d'aller courir justement 1 heure à l'extérieur puis de transpirer à grosses gouttes pour que ça vaille la peine. Tous les types d'activités physiques comptent. Puis l'autre chose aussi, c'est que ça peut être en lien avec le fait de découvrir finalement ce qu'on aime. T'sais, notre objectif, ça peut être Explorer, c'est ça, essayer des nouvelles choses, puis de ne pas avoir peur du ridicule. T'sais. Moi, j'ai appris à jouer au tennis avec mon chum à 20 quelques années, là, 27, 28, comme j'avais jamais joué au tennis auparavant. Puis on était sur un terrain, puis à côté, c'était comme un monsieur qui donnait des cours à des jeunes enfants qui étaient vraiment, vraiment bons. Puis moi, j'étais vraiment nulle, mais j'avais du plaisir, je riais, je faisais rire mon chum. Fait que, tu sais, c'est pas grave si on n'est pas bon. On s'expose. Exactement. On s'expose, on n'a pas peur du ridicule. Puis l'objectif, ça peut juste d'être justement d'essayer différentes choses puis de trouver finalement qu'est-ce qu'on aime. Est-ce que j'aime ça faire des activités à l'extérieur ou j'aime mieux être à l'intérieur? Est-ce que j'aime ça faire des activités à 2 ou je préfère des activités de gros groupes ou au contraire, j'aime mieux faire ma petite affaire toute seule? De se poser ces questions-là puis d'explorer qu'est-ce qui fit pour nous finalement. Ah, définitivement, je suis d'accord. Puis, tu sais, je pense aussi que c'est important d'y aller de façon graduelle, c'est-à-dire que on a beau apprécier la course à pied, par exemple, si ça fait 10 ans qu'on n'en fait plus, ou bien si depuis le début du confinement, il y a quelques années, on a arrêté de faire ce type d'activité sportive-là, on s'y expose graduellement. Tu sais, c'est pas parce qu'auparavant, on était capable de courir à tel rythme qu'il faut se fixer cet objectif-là, de revenir à ce rythme de course-là la première semaine. Il faut y aller graduellement. Puis je pense qu'il faut accepter aussi que c'est pas
un parcours qui est linéaire. C'est-à-dire, ça se peut très bien que pendant un certain temps, on soit capable de s'en tenir à ses objectifs au niveau d'alimentation, au niveau de l'exercice physique, etc. Puis qu'à certaines semaines ou bien certains jours, ce soit plus difficile de se coller à ces objectifs-là, puis qu'on ait envie de revenir en arrière, puis de redevenir un petit peu plus sédentaire ou de moins bien s'alimenter, etc. Puis je pense que ça fait partie du processus de changement aussi que d'accepter ces différentes phases-là. En résumé, on peut se donner des objectifs, même que ça peut être aidant dans un contexte où on veut changer nos habitudes de vie, mais l'important, là, c'est vraiment de le faire avec une intention qui est bienveillante et de ne pas tomber dans le contrôle et dans la rigidité. Donc, Catherine, d'habitude, on finit les épisodes avec un exercice pour les auditeurs et les auditrices en lien avec la thématique du jour. Alors, t'en aurais-tu un à nous suggérer? Ben oui, en fait, il y en a plusieurs qu'on pourrait suggérer, mais un qui est assez faisable, je crois, pour le commun des mortels en ce qui a trait à la motivation, c'est de planifier avec flexibilité. C'est-à-dire, dans certains cas, on met 3 plages horaires, par exemple, pour aller faire de l'activité physique dans notre horaire. Puis bon, étant donné qu'on a des vies qui sont plutôt imprévisibles, on finit par en enlever 1 ou 2. Puis là, à la fin de la semaine, on se sent coupable de ne pas avoir rempli tous nos objectifs. Planifier avec flexibilité, ça pourrait impliquer, par exemple, de se dire, je vais mettre 5 plages horaires pour aller faire du sport cette semaine, puis je me permets d'en enlever 2 d'ici la fin de la semaine. C'est-à-dire que s'il y a de l'imprévisibilité qui advient, même à ça, j'ai eu le temps finalement de faire mes activités physiques. Et donc, ça vient favoriser ce fameux sentiment de récompense qui va faire en sorte que par la suite, j'ai plus de chances de me coller à ces nouvelles habitudes-là. Oui, puis je pense que quelque chose qu'on peut ajouter même à ça, c'est d'essayer de le planifier peut-être à différents moments de la journée parce que, tu sais, il y a des gens qui sont plus de matin, plus de midi, plus de soir, tu sais, qui ont plus d'énergie à différents moments de la journée. En le faisant de cette façon-là, on peut même observer, moi, finalement, c'est quel moment qui fit le mieux. Ah, définitivement. Selon comment mon corps réagit. Merci beaucoup, Catherine. On se retrouve dans les prochains épisodes de Balado pour continuer d'explorer l'approche intuitive.